que Dieu le glorifie, de nombreux efforts afin d'améliorer la prise en charge des maladies cancéreuses au Maroc. Pour en citer quelques-uns, la création de la fondation Lal Asma en 2005, ONG qui œuvre pour faire de la lutte contre le cancer une priorité de santé publique au Maroc et dans la région. L'inauguration de plusieurs centres hospitaliers hautement équipés dédiés au dépistage et à la prise en charge du cancer dans les différentes villes du royaume. L'instauration depuis 2019 de la gratuité de la prise en charge des maladies cancéreuses pour les enfants âgés de moins de 5 ans ne bénéficiant pas de couverture médicale. Grâce à tous les efforts consentis, ainsi qu'aux progrès thérapeutiques considérables, la survie des patients atteints de cancer s'est améliorée et les chances de guérison sont de plus en plus importantes. Néanmoins, au prix d'une toxicité cardiovasculaire potentielle. De plus, les maladies cardiovasculaires, plus fréquentes et plus graves chez les patients atteints de cancer, nécessitent une prise en charge adaptée chez cette population fragile. Ainsi, lors de cette journée, qui réunit des experts nationaux et internationaux, seront abordés tous les aspects de la prise en charge, de la stratification du risque cardiovasculaire, la gestion des complications, au suivi post-traitement des patients atteints de cancer. Cette manifestation, qui entre dans le cadre d'un programme de formation continue riche et varié, mis en place par notre association, a pour principaux objectifs une meilleure connaissance de cette nouvelle discipline, ainsi qu'une consolidation des échanges et collaborations entre cardiologues, oncologues, radiothérapeutes, hématologues, chirurgiens et réanimateurs afin d'optimiser la prise en charge des patients. Au nom de notre association, je tiens à remercier tous les acteurs qui ont participé à l'organisation de cette journée. Tout d'abord, les membres du bureau de l'ACP, le groupe de cardio-oncologie de la Société française de cardiologie à sa tête, le professeur Stéphane Ederi, qui nous a prêté une main forte et nous a accompagnés tout au long de ce projet, en espérant que cette journée inaugure un long partenariat entre nos deux sociétés respectives. Je remercie l'ensemble des conférenciers et modérateurs qui ont répondu présents à notre invitation, les partenaires de l'industrie pharmaceutique qui soutiennent notre association dans ses différentes actions, sans oublier tous les prestataires impliqués dans l'organisation logistique de cette journée qui, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Enfin, je remercie cette belle présence qui montre l'intérêt que suscite cette thématique au sein de notre communauté médicale. Je vous souhaite une excellente journée et je laisse la parole au modérateur pour la première session. Mes chers amis, c'est pour moi un honneur incroyable de présider la première journée cardio-oncologie de la CP. C'est un double honneur d'être parmi vous, d'être invité et d'assister à ce moment historique. Vous savez que nous vivons aujourd'hui ces jours des moments historiques. Le temps est en train de s'accélérer pour notre pays dans cette dynamique incroyable. Ces journées qui arrivent à un point nommé, ce sont des journées absolument inédites et qui ouvrent une ère nouvelle de dialogue entre cardiologues et oncologues. Et on sait tous que ces thérapies anticancéreuses, qui sont de plus en plus puissantes, vont améliorer la survie, en même temps vont poser un certain nombre de problèmes du point de vue prise en charge cardiovasculaire. Et aujourd'hui, il y a des unités dédiées à la cardio-oncologie. Donc j'ai l'honneur et le plaisir de présenter cette journée. J'ai l'honneur doublement d'être accompagné par mon ami le professeur El Razi, oncologue. Je vais lui céder la parole. Donc juste pour présenter le professeur Edrei, que vous connaissez tous, qui est un nom très connu sur le plan européen dans le domaine de la cardio-oncologie, professeur de cardiologie, professeur de cardiologie de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Il est président du groupe cardio-oncologie de la Société française de cardiologie et plus c'est un grand ami du pays du Maroc et des cardiologues marocains. Donc bienvenue à Stéphane, et que nous connaissons tous et nous apprécions tous ses lectures et ses publications scientifiques. Donc je te passe la parole, cher ami, pour dire un petit mot et on passe au la conférence.
Merci, professeur Bnis. C'est un réel plaisir d'être parmi vous. Et je pense que notre présence oncologie avec les cardiologues, c'est très important parce qu'on doit travailler ensemble, main dans la main, pour améliorer la prise en charge de nos malades. Le cancer, l'incidence du cancer augmente d'année après année. Au Maroc, on estime à peu près à 40 000, 50 000 nouveaux cas par an. L'amélioration, disons, de la prise en charge et des résultats thérapeutiques sont là. On estime à peu près un malade sur deux qui seront guéris par les traitements. Néanmoins, il y a des toxicités. On perd des malades guéris. Ils peuvent décéder malheureusement à cause des toxicités. Et certains malades qui sont guéris, s'ils ne décèdent pas, ils vont avoir une mauvaise qualité de vie à cause de ces toxicités. Donc nous, on est là pour travailler main dans la main, échanger, travailler dans un cadre multidisciplinaire pour améliorer la prise en charge de ces cancers. Je félicite les cardiologues pour cette belle initiative. Il faut dire que les cardiologues étaient déjà les premiers depuis une dizaine d'années. La Société marocaine de cardiologie a déjà initié cette prise en charge d'oncocardiologie. Et je vous félicite pour cet engagement pour l'amélioration de la prise en charge de nos malades. Voilà, donc je pense qu'on va ouvrir la session et on cède la parole au docteur Ederi pour la première présentation. Merci beaucoup. Merci pour votre introduction. C'est aussi, je vais prendre quelques instants pour à la fois vous remercier et vous dire combien on est heureux d'être ici, heureux au nom du groupe de cardio-oncologie de la Société française, avec Mathilde Baudet, Élise Paven et Joëlie Salem, qui vient d'arriver, on le salue. On est véritablement heureux d'être là et c'est pas uniquement des phrases, finalement, de partager et d'échanger avec vous autour de la cardio-oncologie. On est au sein du groupe très attaché à ces échanges, au-delà du cercle très restreint de la France. On essaie de s'impliquer avec les confrères en dehors de la frontière française, avec des interventions en Tunisie récemment et au Maroc, évidemment. Une pensée pour Ariel Cohen qui n'a pu être là, mais qui, encore plus que moi, est attaché à ces échanges. Et véritablement, on essaye d'échanger autour de cette spécialité. Je voulais remercier l'association des cardiologues privés de Rabat pour cette invitation, bien évidemment, sa présidente Asna Belghiti, avec laquelle on a travaillé sur elle vous l'a dit, sur cette organisation, mais c'est elle qui a tout fait. Nous, on a finalement dit qu'on viendrait et ça a été assez simple pour nous. Sa vice-présidente Leïla Adour et puis évidemment Aïcha Awad, avec lequel on a une connexion maintenant depuis de nombreuses années. Avant de débuter ma présentation, vous verrez qu'il y a des présentations d'Élise Paven, de Mathilde et de Joëlie Salem, évidemment dans un congrès, dans une journée qui est très dense, qui va aborder tous les thèmes, que ce soit l'hypertension artérielle, le syndrome coronaire, la maladie veineuse thromboembolique, donc une journée très dense qui va couvrir l'ensemble, je pense, des thématiques que vous représentez au quotidien. Alors pour cette première présentation, c'est quasiment, on m'a demandé de traiter les recommandations de cardio-oncologie, donc je ne dois pas parler des anthracyclines, je ne dois pas parler des thérapies ciblées, ni des immunothérapies qui sont abordées par mes collègues, ni du syndrome coronaire aigu, ni de l'hypertension artérielle. Donc je vais vous parler de tout le reste, ou essayer de vous en parler, essentiellement sur les aspects d'organisation de la spécialité. Si vous aimez faire des frises, un peu comme les jeunes étudiants en troisième, voilà un petit peu ce que c'est que la cardio-oncologie. Ça a plutôt débuté en 2014, uniquement sur des recommandations centrées autour de l'imagerie. Et évidemment, c'est extrêmement réducteur. 10 ans après, on sait très bien que la cardio-oncologie ne se résume pas à faire des échographies cardiaques, mais c'était la première consensus d'experts qui avait été publié. Ça n'avait pas la rigueur méthodologique de recommandation, donc ce sont des experts qui se réunissent pour dire qu'il faut faire des échographies cardiaques, mesurer le strain longitudinal global et éventuellement arrêter la chimiothérapie lorsqu'il y a une dysfonction ventriculaire gauche. Je le caricature un peu, mais c'était un peu le message de ces premières recommandations. La deuxième publication était beaucoup plus intéressante, à mon sens, puisqu'elle intégrait des messages cliniques de prise en charge de l'ensemble des syndromes cliniques et la place de l'imagerie, avec un niveau de recommandation là aussi relativement faible, mais ça correspondait à l'état de connaissance à l'époque. Et puis le papier pour moi qui est central, c'est le papier de 2019, rédigé par Patrizio Lancelotti. C'est quasiment le seul papier dans la littérature qui pose les jalons de l'organisation des unités de cardio-oncologie, des services de cardio-oncologie et donc de la spécialité. Il n'y a pas beaucoup de sens finalement à vouloir appliquer des recommandations si en amont de ces recommandations, il n'y a pas de structuration du soin autour d'unités. Si vous vous mettez seul médecin avec un échographe et vous dites sur votre porte je fais de la cardio-oncologie, ça sera probablement
très rapidement un échec, vous allez être submergé à la fois de patients et vous allez mal répondre à la demande qui est très variée et qui va bien au-delà de la réalisation d'échographie cardiaque. Donc c'est véritablement des consultations de cardio-oncologie qu'il faut bâtir, dont un des outils est l'échographie cardiaque. Et puis enfin en 2020, il y a 2 papiers intéressants autour de nouveau de l'application de l'échographie dans le contexte de cardio-oncologie et la place des biomarqueurs. Et donc on arrive le 26 août 2022 à la publication de ces recommandations. Alors c'est un véritable pensum, hein, c'est quasiment 120 pages de texte, c'est quasiment 50 tableaux, c'est 100 figures, c'est 837 références. Donc il faut un peu de temps pour les digérer et pour pouvoir les appliquer dans la pratique quotidienne. Donc je vais essayer de vous résumer pour moi les messages essentiels et puis mes collègues entreront plus dans les détails de chacune des thématiques abordées de la cardiotoxicité. Le premier point, je crois, c'est de véritablement, et c'est un point important, savoir vous organiser en amont de la prise en charge de ces patients. Il va falloir vous structurer. Hein. Ce n'est pas uniquement faire de la cardiologie chez des patients atteints de cancer, c'est véritablement savoir couvrir l'ensemble des thématiques qui sont très variées. Vous allez devoir gérer un bilan de chimiothérapie avant anthracycline, une toxicité aux anthracyclines, une suspicion de myocardite sous immunothérapie, un cancer, un allongement du QT. Bref, c'est extrêmement varié. Vous allez devoir choisir votre mode d'organisation. Soit en équipe de cardio-oncologie, donc c'est des cardiologues au sein d'un service de cardiologie qui ont développé une spécificité. Une unité de cardio-oncologie, c'est déjà quelques lits dédiés et vous avez à la fois vos médecins et vos lits qui sont dédiés à la prise en charge de ces patients. Et puis les services de cardio-oncologie qui n'existent pas véritablement à l'heure actuelle. Et vous avez surtout besoin de soins de support. Vous avez besoin d'un plateau technique en général qui appartient déjà à un service de cardiologie qui existe. Il y a la nécessité d'un double dialogue avec les oncologues, on vient d'y assister, et dialogue avec le patient. Dialogue avec les oncologues, c'est extrêmement important. Dans l'effort de structuration que vous allez devoir avoir, c'est bien prendre connaissance de l'oncologue qui est en face de vous et de son mode d'exercice. Moi, à Saint-Antoine, je vois essentiellement de l'hématologie et des cancers digestifs. Et puis quand je vais à Tenon, qui est un autre hôpital un peu plus loin, je vois plutôt des patients atteints de cancer du sein. Et puis quand on travaille avec la Pitié-Salpêtrière, avec Joëlie Salem, on voit plutôt des toxicités sous immunothérapie. Donc vous l'avez compris, le mode d'exercice va dépendre des oncologues que vous avez en face de vous. Et donc évidemment, il va falloir dialoguer en amont de la prise en charge avec ces oncologues pour bâtir des protocoles de prise en charge. Vous ne serez pas capable de tout voir, mais vous allez devoir dire à votre oncologue, je souhaite voir tel et tel patient, tel et tel profil de patient, on regarde tel et tel protocole. L'idée, c'est de ne pas voir tous les patients, bien évidemment, ça n'a aucun sens. L'idée, c'est de faciliter l'administration des chimiothérapies avec des messages assez simples. Les patients sont vus par les oncologues, ce sont les oncologues qui vont identifier les patients à risque, c'est à eux que vous allez confier les messages de prise en charge, et donc charge à eux de vous adresser les patients que vous devez voir en amont, et charge à eux de débuter les chimiothérapies chez l'ensemble des patients qui ne présenteraient pas de caractéristiques à risque. Et donc ça, ce travail-là se coordonne en amont, sinon si vous ne faites pas ça, ben évidemment, une fois que vous aurez ouvert votre unité de cardio-oncologie, vous verrez tous les patients qui ont un cancer avant une chimiothérapie. C'est finalement assez simple pour un oncologue, c'est pas critique, mais de vous adresser tous les patients, vous faites le travail, et après vous renvoyez le patient vers l'oncologue. Vous verrez probablement beaucoup de patients pour pas grand-chose, vous allez ralentir les prises en charge, et donc ce n'est pas véritablement un service rendu aux patients. Vous devez identifier la population à risque, donc en ayant défini le type de protocoles qui sont administrés, en identifiant les patients à risque, en expliquant bien à l'oncologue ce que sont les patients à risque, et de voir uniquement ces patients. L'autre dialogue, c'est avec le patient. Vous verrez que lorsque vous recevez un patient en consultation dite de cardio-oncologie, ben, le patient est un peu perdu. Hein. On vient de lui apprendre qu'il a un cancer, on lui a peut-être dit qu'il allait recevoir une chimiothérapie potentiellement toxique au plan cutané, au plan digestif et peut-être au plan cardiologique. Et vous allez devoir expliquer, vous, ce que vous faites avec le patient, lui expliquer le niveau de risque, ce que vous allez faire comme examen et ce que vous allez rendre comme résultat. Donc ce double dialogue est extrêmement important et ces recommandations insistent beaucoup. Ces recommandations insistent aussi beaucoup sur les 3 temps de la prise en charge en cardio-oncologie. Pour l'instant, ce que l'on fait très bien, c'est la partie du milieu, c'est la gestion d'une toxicité aiguë aux anthracyclines, aux thérapies ciblées, sur une immunothérapie. Et ce que l'on fait moins bien, c'est la stratification en amont de la chimiothérapie, ici le panel de gauche, et surtout ce que l'on ne fait pas du tout pour l'instant, en tout cas en France, c'est la gestion à distance de la chimiothérapie. J'ai bien aimé votre expression, finalement on finit par perdre des patients qui sont guéris du cancer. Il faut évidemment absolument, entre guillemets, éviter cette situation où les efforts déployés à la prise en charge ont abouti à une guérison du patient et les patients sont ensuite perdus de vue, à la fois des médecins généralistes, des oncologues et évidemment des cardiologues, et décèdent d'une complication aux soins intensifs. Donc cette partie-là, qui est dite la prise en charge des patients survivants, est absolument à développer. Évidemment, vous l'avez compris, on a mis 10 ans pour avoir des recommandations sur la prise en charge des toxicités aiguës. Tout ce travail-là n'a pas été encore fait, ni en termes de structuration, ni en termes de prise en charge.
Alors toute cette longue introduction hein, pour vous dire que finalement lorsqu'on regarde ces recommandations, ce qui nous intéresse, hein, c'est le niveau de recommandation de niveau 1, hein, ce qu'il faut absolument faire. Ben, ça foisonne hein, dans ces recommandations. Il y a quasiment, je les ai comptées une par une, hein, 180 recommandations de niveau 1. C'est un peu en trompe-l'œil finalement, parce que lorsque vous regardez les recommandations de niveau 1A, ce qu'il faut absolument faire, c'est uniquement 5 recommandations que vous connaissiez déjà, qui sont les recommandations de la prise en charge de la maladie veineuse thromboembolique. Tout le reste, c'est du niveau 1, B ou C, donc avec un niveau de recommandation qui n'est pas encore très très fort. Je passerai rapidement sur l'imagerie parce que ça sera traité par mes collègues. Pour l'imagerie, très clairement, l'échographie cardiaque reste le premier examen, l'examen de première ligne pour documenter une toxicité, l'examen à réaliser en amont d'une chimiothérapie chez les patients à risque. L'IRM cardiaque est en deuxième ligne lorsque l'échographie cardiaque n'est pas réalisable ou est non diagnostique. Et la médecine nucléaire vient encore derrière l'IRM avec un niveau de recommandation de niveau 2A. Donc vous voyez essentiellement l'échographie cardiaque. Ce schéma-là est très important parce qu'il resitue bien les choses. Il vous dit que l'échographie cardiaque, c'est finalement un des éléments de la prise en charge des patients. Et ce que vous devez faire, c'est une consultation de cardio-oncologie avec un relevé des facteurs de risque cardiovasculaire, un relevé des traitements, une prise en compte du projet thérapeutique oncologique. Ça, c'est un appel à nos confrères oncologues. Ce n'est pas toujours simple. On vous envoie plutôt un patient avec... C'est une patiente qui a un cancer du sein, mais on ne vous décrit pas le protocole qui est proposé et les alternatives qui seront proposées. Donc ça... Évidemment, si vous n'avez pas dialogué avec vos oncologues, ils continueront à vous envoyer des patients pas très bien caractérisés. Donc il y a véritablement un travail en amont pour que vous ayez des renseignements utilisables pour votre prise en charge et votre stratification. Et puis vous allez utiliser, comme dans une consultation de cardiologie habituelle, un électrocardiogramme, éventuellement des biomarqueurs, un bilan lipidique et une glycémie. Donc ce n'est pas très différent d'une consultation de cardiologie dans son déroulé, mais vous allez devoir répondre un peu différemment de ce que vous faites d'habitude. Dans ces recommandations, il y a quasiment 10 chapitres. Hein. Mes collègues vont traiter essentiellement de la prise en charge des thérapies ciblées, anthracycline et immunothérapie, je ne vous en parlerai pas. J'ai choisi de focaliser, moi, cette présentation sur tout le reste et en traitant essentiellement 2 sujets, la fibrillation atriale, l'allongement de l'intervalle QT et en vous disant une diapositive sur l'hypertension artérielle, mais qui sera traitée un peu plus tard dans cette journée. La fibrillation atriale, finalement, les patients atteints de cancer résument à eux seuls tout l'ensemble des facteurs de risque qui exposent à un risque de fibrillation atriale. Ce sont des patients âgés dont on sait que ça majeure le risque de fibrillation atriale, avec des facteurs de risque cardiovasculaire en général. Il y a un cancer associé à un état inflammatoire et prothrombotique. Il y a des traitements anticancéreux qui exposent à une majoration du risque de fibrillation atriale, comme les inhibiteurs de BTK. Donc vous voyez finalement, le cancer et la fibrillation atriale, c'est 2 mondes qui vont rapidement se rencontrer lors de vos prises en charge. Cette diapositive vous résume un petit peu ce que je vous ai dit. Hein, c'est tous les déterminants identifiés dans la littérature qui exposent à une majoration du risque de fibrillation atriale. Et vous voyez que les patients atteints de cancer, finalement, ont tous les facteurs de risque, l'âge, évidemment. Et ce que vous allez rajouter, finalement, ce sont aussi les traitements. Parmi ces traitements, les principaux pourvoyeurs pour l'instant de fibrillation atriale, et qui nous intéressent, c'est les inhibiteurs de BTK, utilisés dans la leucémie lymphoïde chronique. Et donc, je vais faire un petit focus sur ces patients. La prévalence de la fibrillation atriale dans cette population, elle est déjà importante avant même que vous ayez débuté tout traitement, des patients qui ont une leucémie lymphoïde chronique. Et lorsque vous comparez la prévalence à gauche chez l'homme et chez la femme à droite, par tranche d'âge, comparé à une population qui n'a pas de leucémie lymphoïde chronique, vous voyez que quasiment la prévalence de la fibrillation atriale est quasiment le double, quel que soit l'âge et quel que soit le sexe dans cette population-là. Et l'incidence cumulée a tendance à augmenter au cours du temps au terme de la prise en charge. Il est possible, en amont de la prescription d'une thérapie ciblée, d'identifier la population à risque. C'est un travail qui a été publié en 2017 qui vise à évaluer le risque de fibrillation atriale cumulée chez ces patients qui ont une leucémie lymphoïde chronique. Et vous voyez que les paramètres qui ont été identifiés sont peu ou prou ce que l'on connaît en épidémio dans la fibrillation atriale chez les patients qui ne sont pas atteints de cancer. Ce sont des paramètres démographiques, l'âge, le sexe, l'existence d'une cardiopathie valvulaire et l'hypertension artérielle. Vous pouvez attribuer 1 point à chacun de ces marqueurs et finalement en déduire le risque de fibrillation atriale à 5 ans ou à 10 ans qui va augmenter progressivement, qui va doubler quasiment à chaque niveau de risque, 2%, 4%, 8%, puis 17%. Et puis vous voyez que si vous essayez de stratifier votre population en fonction de la présence ou non de ces marqueurs, vous avez probablement une population à très haut risque, la ligne bleue avec plus de 5 marqueurs, qui est une population à haut risque avant même que vous ayez débuté tout traitement inducteur de fibrillation atriale. Dans la prise en charge de ces sujets avec une leucémie lymphoïde chronique, évidemment, vous connaissez les inhibiteurs de BTK et le premier traitement qui a été développé, c'est l'ibrutinib. On n'avait pas très bien identifié ce signal dans les phases 1 et dans les phases 2, et puis dans les études de phase 3, il est clairement apparu. Alors,
Il faut prendre ça avec précaution. Précaution pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de dépistage systématique ou de screening systématique des sujets qui étaient traités par inhibiteurs de BTK à la recherche d'une fibrillation atriale. C'était un peu un dépistage laissé à l'hématologue, donc c'était soit l'auscultation, parfois un électrocardiogramme, quasiment jamais un Holter ECG, et évidemment pas de stratégie dédiée au dépistage de la fibrillation atriale. Donc ce que l'on mesure déjà là, c'est les formes les plus importantes de fibrillation atriale, celles qui sont probablement symptomatiques, mais déjà en prenant uniquement cette population restreinte, vous voyez que les inhibiteurs de BTK multiplient par 4 ce risque de fibrillation atriale. Et ce qui est important à prendre en compte, c'est que ça majore aussi le risque d'hypertension artérielle, dont vous savez par ailleurs que c'est un des déterminants du risque de fibrillation atriale. Donc une molécule qui agit à deux étages, à la fois la majoration de la fibrillation atriale et la majoration du risque d'hypertension artérielle, qui vont eux-mêmes s'auto-entretenir. Le troisième message qui est apparu encore un peu plus tard dans la littérature, hop, mes diapositives passent toutes seules, c'est le risque de troubles du rythme ventriculaire. Alors, je parle devant Joëly Salem, qui est l'éminent spécialiste dans ce domaine. C'est un mécanisme de trouble du rythme ventriculaire qui a abouti à des... J'ai pas de chance, hein, qui a abouti à des décès par un mécanisme original qui sont des troubles du rythme ventriculaire, essentiellement par un raccourcissement de l'intervalle QT. Donc, c'est un peu différent des autres thérapies ciblées. Ça reste très faible en termes d'incidence, mais vous voyez, ça multiplie quasiment par 10 ce risque sous ibrutinib. Et puis ça, c'est le travail de Joëly Salem, qui, à partir de la base de pharmacovigilance, à partir de cette première carte d'identité qui était partielle, a pu bâtir le passeport véritable de toxicité des IBTK, vous montrant que cette molécule était non seulement associée à ce que l'on connaissait, fibrillation atriale, hypertension artérielle, trouble du rythme ventriculaire, mais il y a aussi un message autour des accidents vasculaires cérébraux, ischémiques et hémorragiques, et autour du risque d'insuffisance cardiaque. On le comprend assez, finalement. Il y a peut-être une toxicité propre myocardique de la molécule, mais il y a aussi l'hypertension artérielle, la fibrillation atriale, l'âge, qui sont aussi des déterminants de l'insuffisance cardiaque. Donc il n'est pas surprenant de voir apparaître ce message. Ce diagramme vous montre aussi, les temps d'apparition après l'initiation de la thérapie et le risque d'apparition de l'événement toxique cardiovasculaire. Vous voyez que c'est assez concentré dans les 3 premiers mois. Donc retenez bien cette cartographie. Et encore une fois, c'est pour vous illustrer un raisonnement en cardio-oncologie. On arrive avec des molécules qui n'ont pas été forcément évaluées du point de vue cardiotoxique, et puis on découvre à la prescription, et c'est l'enjeu des bases de pharmacovigilance, de pouvoir définir la cartographie, de vous donner la cartographie beaucoup plus précise de ces toxicités. Et donc on aboutit à une carte d'identité, ou plutôt un passeport de toxicité de l'ibrutinib, des inhibiteurs de BTK. Je vous l'ai dit, ce qui était décrit, c'est fibrillation atriale, hypertension artérielle, et on voit apparaître aussi les messages et les signaux d'insuffisance cardiaque, de troubles du rythme ventriculaire et de majoration du risque hémorragique. Alors jusqu'aux recommandations 2016, il n'y avait pas de recommandations spécifiques de prise en charge de la fibrillation atriale. On utilisait le score CHA2DS qui n'était pas tout à fait validé dans la population. Vous vous rappelez, lorsque ce score a été construit, Grégory Lipp avait éliminé les patients atteints de cancer. Et donc on est un peu démuni dans la pratique quotidienne. Que nous disent les recommandations 2022 ? Vous allez voir qu'elle navigue entre 2 écueils. Elle vous propose d'utiliser quand même le score CHA2DS pour stratifier le risque de patients qui ont une fibrillation atriale au cours de la prise en charge d'un cancer. Elle vous propose d'évaluer le risque hémorragique. Et là, il y a des éléments spécifiques de cardio-oncologie qui sont d'identifier les populations qui sont en plus risque hémorragique, essentiellement les patients qui ont des cancers gastro-intestinaux ou des cancers urinaires et gynécologiques, qui sont probablement exposés notamment sous anticoagulants voie directe à une majoration du risque, de bien vérifier la fonction rénale et surtout les interactions médicamenteuses, et de voir s'il y a un lien éventuel avec le traitement en cours. Et puis vous allez naviguer avec cette évaluation du risque. On vous propose d'utiliser le score CHA2DS avec un score supérieur à 2 chez l'homme et supérieur à 3 chez la femme pour introduire un traitement anticoagulant. Mais vous allez voir que ce n'est pas si simple, parce qu'il va falloir aussi naviguer avec le risque hémorragique, et c'est le bas de cette diapositive, ici. Vous allez devoir évaluer le risque hémorragique, et là aussi, l'évaluation du risque hémorragique chez un patient atteint de cancer est extrêmement difficile. Le score HAS-Bleed n'est pas tout à fait validé, donc il va falloir regarder surtout ce qui est prévu pour le patient. Est-ce qu'il y a une chirurgie qui va être envisagée dans les mois qui viennent? Est-ce qu'il y a une pose de porte-à-4? Donc ça, c'est les éléments d'intervention médicale. Il va falloir regarder la thrombopénie, l'anémie, est-ce qu'il existe un saignement récent. Et vous allez naviguer avec tout ça pour éventuellement introduire ou non un traitement anticoagulant. Et là, il n'y a pas véritablement de préférence dans ce contexte-là. Les antivitamines K, les anticoagulants oraux directs ou les HBPM ont leur place dès que le patient est accessible à une anticoagulation. Et ce qui va faire le choix entre ces molécules-là, c'est finalement des interactions médicamenteuses éventuelles avec un traitement oncologique, d'accord. Pour les anticoagulants oraux directs,
parfois plus importante pour les antivitamines K, et la maniabilité de la molécule par rapport au projet oncologique. On va considérer que les HBPM sont un peu plus maniables que les autres anticoagulants si vous devez intervenir rapidement, s'il y a une chirurgie rapide ou une pose de porte-à-quête qui doit être réalisée. Donc ça, c'est les recommandations ESC. Elles ne vous proposent à aucun moment de traiter, elles n'abordent que partiellement l'autre partie de la fibrillation atriale, qui est le ralentissement de la fréquence cardiaque, ou la cardioversion chez ces patients, ou la fermeture de l'auricule. Et donc ce qui est proposé là, il faut aller le chercher dans les recommandations américaines. Ce n'est pas tout à fait des recommandations, c'est une prise de position d'un groupe américain qui reprend les éléments que je vous ai montrés, d'utiliser un traitement anticoagulant finalement dès que c'est possible, quand il n'y a pas d'interaction médicamenteuse, c'est un sujet chez lequel il n'y aura pas d'intervention chirurgicale particulière, et qui aborde aussi la partie du ralentissement de la fréquence cardiaque et la partie de la cardioversion. Très clairement, je pense qu'il n'y a pas de place pour un traitement agressif du rythme cardiaque par cardioversion pharmacologique ou par choc électrique externe. C'est des sujets qui ont un cancer, sauf chez les patients qui sont instables au plan hémodynamique. Tout le reste, a priori, doit être plutôt traité par un traitement ralentisseur pour permettre de contrôler les symptômes et associer un traitement anticoagulant. Lorsque vous dites traitement ralentisseur, il va falloir plutôt utiliser les bêta-bloquants qui ont des interactions médicamenteuses moindres que les inhibiteurs calciques ou que la digoxine. Donc voilà à peu près le schéma que vous pouvez utiliser. C'est plutôt bêta-bloquant et traitement ralentisseur par bêta-bloquant. 3 dernières diapositives sur l'allongement de l'intervalle QT. L'allongement de l'intervalle QT dans le contexte oncologique, c'est essentiellement induit par les traitements médicamenteux, mais c'est aussi par les anomalies métaboliques qui sont fréquentes chez des patients qui sont parfois, qui vomissent parfois, qui ont des pertes digestives. Vous pouvez avoir très fréquemment des hypocalémies qui vont générer leur propre lot d'allongement de l'intervalle QT. Ce sont surtout les médicaments. Les médicaments, il y a 2 types de médicaments. Finalement, il y a les médicaments qui sont prescrits hors du contexte carcinologique, et vous les connaissez, c'est les antiarythmiques, les antidépresseurs, les antifongiques, bref, vous connaissez tout ce listing à la Prévert, l'hypocalémie, l'hypomagnésémie. Donc ça, c'est tous les facteurs que vous pouvez corriger en faisant le tri dans l'ordonnance en amont de la prescription et en corrigeant la kaliémie. Puis il y a tout ce qui revient au traitement oncologique. Et ce tableau-là, qui sont tirés des recommandations, sont probablement inspirés du travail de Joëly sur la base de pharmacovigilance, qui vous montre que finalement, il y a 3 grands types de molécules. Les molécules qui allongent modérément l'intervalle QT, je ne vais pas toutes les citer, vous aurez les diapositives. Au milieu, les molécules qui allongent modérément l'intervalle QT et qui ne sont pas associées à des torsades de pointe, et les quelques molécules pour lesquelles vous avez un allongement de l'intervalle QT et un risque de torsade de pointe un peu majoré, parmi elles le sunitinib, le linotinib et l'arsenic. Donc voilà ces molécules qu'il faut bien connaître et qu'il faut savoir manager. On a pour une fois un algorithme extrêmement dense. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous en citer les grandes étapes. La première étape, c'est en amont de votre prescription d'une molécule qui va allonger l'intervalle QT, c'est de faire le tri dans l'ordonnance pour éliminer tout ce qui va allonger l'intervalle QT en dehors même de la prescription de thérapie ciblée que vous allez administrer à votre patiente. C'est de bien vérifier la kaliémie et la magnésémie, de les corriger. Une fois que vous avez fait le tri dans l'ordonnance et que vous avez normalisé ces paramètres-là, vous pouvez débuter un peu plus sereinement votre prescription de thérapie ciblée. Vous allez mesurer un QT et un QT corrigé par la formule de Frédéricia, et vous avez 2 populations. La population qui a un QT corrigé inférieur à 480 millisecondes et la population qui a un QT corrigé supérieur à 480 millisecondes. Cette population-là ne peut pas débuter d'emblée une thérapie ciblée. Donc ça, c'est pour l'oncologue qui va récupérer l'électrocardiogramme, éventuellement avec l'aide d'un cardiologue pour la mesure de l'intervalle QT. Cette population-là doit avoir un cardio-oncologue en amont de la prescription pour faire ce travail de tri, faire le bilan et savoir si on peut débuter ou non cette thérapie ciblée. Et puis si votre QT est inférieur à 480 millisecondes, vous allez le mesurer de manière régulière. Qu'est-ce que ça veut dire? En général, c'est imposé par la molécule, la prescription de la molécule. En gros, c'est entre J7 et J14 qu'il va falloir réaliser un nouvel électrocardiogramme et de nouveau mesurer l'intervalle QT. S'il s'allonge au-delà de 500 millisecondes, il faut stopper en général la thérapie ciblée. En deçà de 480 millisecondes, vous pouvez poursuivre. Entre 480 et 500, on vous laisse le choix de poursuivre avec précaution ou bien de diminuer la dose de la thérapie ciblée. Mais vous voyez qu'en général, sauf chez les patients qui sont symptomatiques, donc en général c'est une torsade de pointe parfois qui est létale, donc c'est un peu un effet de manche de dire ça, mais chez les patients qui sont symptomatiques, c'est un arrêt de la thérapie ciblée, bien évidemment. Les prolongations de l'intervalle QT au-delà de 500 millisecondes, c'est un arrêt de la thérapie ciblée au moins transitoire, jusqu'à normalisation, mais pour tout le reste, vous pouvez en général poursuivre votre thérapie ciblée sous couvert d'une adaptation des traitements, normalisation de la kaliémie et parfois en adaptant la dose de la thérapie ciblée. Dernière diapositive sur l'hypertension artérielle, mais ça sera abordé un peu plus tard dans ces journées-là. L'hypertension artérielle, c'est passionnant parce que c'est à la fois un marqueur du risque de cancer.
notamment pour les cancers digestifs. C'est aussi un marqueur sous traitement d'une population à plus risque d'événements cardiovasculaires. C'est aussi un déterminant de la toxicité sous anthracycline sous thérapie ciblée, avec un risque de dysfonction ventriculaire gauche qui est majoré. Donc tout ça sera probablement abordé par mon collègue sur cette prise en charge. Voilà, c'est ma dernière diapositive. Je voulais vous remercier pour votre attention. Et je suis disponible pour les questions. Merci beaucoup, professeur Ederi, pour cette superbe présentation. Alors, la discussion est ouverte. Je vais d'abord passer la parole au professeur Razi pour nous donner ton point de vue d'oncologue. Qu'est-ce que tu attends du cardiologue? Lors de excellente présentation, très claire, je vous remercie. Vous avez dit que nous, en tant qu'oncologue, lorsqu'on veut démarrer un traitement, on a besoin d'un avis cardio avant de démarrer. Sauf que vous avez dit que peut-être il ne faut pas adresser tous les malades, adresser seulement les malades à haut risque. Moi, je suis oncologue, ça fait des années que je pratique, je ne peux pas, à mon niveau, déterminer lequel des malades est à haut risque ou non à haut risque. Donc, à mon avis, je pense qu'on doit passer par deux niveaux. Premier niveau, une consultation de cardiologie normale pour définir ces facteurs de risque. Ensuite, on passera peut-être à une consultation de cardio-oncologie. Ça, c'est ma proposition. Le deuxième point, c'est les associations thérapeutiques et disons les thérapeutiques qu'on va utiliser. Et ça, il y a une insuffisance de notre part concernant l'information qu'on doit donner au cardiologue pour lui dire quels sont les médicaments. Il n'y a pas que les médicaments, parce qu'il y a la radiothérapie aussi qui peut rentrer en jeu et compliquer les toxicités cardiaques des chimiothérapies, des thérapies ciblées, de l'hormonothérapie, des immunothérapies. Voilà, donc ça, c'est de notre côté. Nous, on sent qu'on a cette insuffisance de transmission de données nécessaires pour que le cardiologue travaille dans des bonnes conditions avec le maximum de données. On a travaillé avec ça avec le Dr Saad Jamei il y a quelques années pour essayer d'établir une fiche de liaison entre les oncologues et les cardiologues. Moi, je pense que c'est systématique et on doit travailler sur ça pour établir, disons, cette fiche de liaison qui doit être un standard, quelque chose de routine pour répondre à cette insuffisance. Voilà, donc ça, c'était les deux points. Quels sont les patients à haut risque? Et bien sûr, cette concertation entre oncologues et cardiologues. Alors, je crois qu'on est à peu près d'accord sur ce qu'il faut faire. Après, dans le déroulé, je trouve qu'il est, de mon point de vue, un peu difficile de prévoir une première consultation, on va dire, de routinière, et puis une deuxième consultation de cardio-oncologie. Ça risque à la fois de ralentir les prises en charge et de nouveau que les cardiologues ne puissent pas répondre à cette demande qui va être croissante, puisque les molécules potentiellement cardiotoxiques sont de plus en plus nombreuses. Les profils de risque sont très différents dans la phase 3. Quand on regarde les profils de risque des patients de phase 3 dans les cancers du rein, par exemple, c'est assez différent de ce qui est fait dans le quotidien, où les patients ont des facteurs de risque cardiovasculaire, sont beaucoup plus âgés. Donc évidemment, en élargissant le spectre de prescription, probablement on élargit le risque de toxicité, puisqu'on confronte ces patients à des profils de risque beaucoup plus importants que dans la phase 3. Donc je reste quand même sur l'idée qu'il faut que l'oncologue, alors c'est un prix à payer pour l'oncologue, il va falloir qu'il rajoute un tout petit peu de cardiologie dans sa consultation, en plus de la psychologie, de l'annonce du diagnostic et de la prise en charge et ainsi de suite. Ça fait une pile, un peu comme un millefeuille, on rajouterait une feuille supplémentaire. Mais ça permet surtout de ne pas, vraiment d'aller très très vite, je pense, très très vite vers des patients qui peuvent recevoir la chimiothérapie. Schématiquement, c'est un peu le sens des recommandations. Un patient qui est asymptomatique, qui a des facteurs de risque cardiovasculaire contrôlés, qui n'a pas de cardiopathie structurale sous-jacente et qui aura un ECG normal, finalement, qu'est-ce que va apporter le cardiologue en amont de cette prescription d'une chimiothérapie potentiellement cardiotoxique? Par contre, je pense qu'il faut, pour ces patients-là, qu'il y ait un réseau de surveillance. Et donc, encore une fois, ça va reposer sur l'oncologue qui va s'adresser au moment d'une suspicion de toxicité à un cardiologue bien identifié qui pourra répondre. Donc ça, je pense, encore une fois, ça vous renvoie à une des premières diapositives, c'est-à-dire que le dialogue entre cardiologue et oncologue ne doit pas avoir lieu au moment de la découverte de la toxicité, mais bien en amont. Savoir quels sont les signaux d'alarme, à qui on appelle, à quel moment et pourquoi faire. C'est extrêmement important d'avoir structuré ça, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, nous, sur Pitié Saint-Antoine, ça fonctionne très très bien pour les immunothérapies. Un des médecins est appelé, le patient est pris rapidement, et puis ça décharge les oncologues, mais parce que ce circuit a été bâti en amont.
Par contre, si vous avez un patient symptomatique avec une cardiopathie structurale qui n'a pas été vue depuis longtemps par son cardiologue traitant, qui a des facteurs de risque cardiovasculaire non contrôlés, je pense que ça, ces 3 messages simples, doivent faire adresser le patient vers un cardiologue qui lui aussi est sensibilisé à ça. Il doit répondre assez rapidement, de manière simple, hein, il ne doit pas avoir une débauche d'examen complémentaire. Il a bien compris ce que vous lui avez dit du projet thérapeutique, et donc il est capable soit de répondre par le téléphone, hein, le patient est asymptomatique, il a des facteurs de risque non contrôlés, on peut déjà initier les thérapeutiques, puis initier la chimiothérapie et le voir au décours par exemple. Et puis les patients symptomatiques, oui, il faut les voir à ce moment-là en amont de la chimiothérapie et par un cardio-oncologue. Donc voilà un peu les 3 profils que je verrai pour ne pas ralentir ces chimiothérapies, ces prescriptions dont vous nous dites que c'est des urgences. Donc c'est ça qui est important à prendre en compte, je pense. Professeur Rehani, à vous la parole. Merci beaucoup. Moi, je suis oncologue. À mon tour, je salue cette initiative de réseau cardio-oncologie, parce que ça fait longtemps qu'on exerce et on a toujours ce problème. On est frustré de ne pas travailler assez de façon poussée avec nos cardiologues. Vous savez, il y a la RCP qui est la caractéristique de la cancérologie. On ne peut pas prendre la décision sans se concerter. On a une habitude de se concerter avec tous les médecins d'organes. Pourquoi? Parce que les cancers les plus fréquents, c'est gynéco-mammaire, urologique et pulmonaire. La cardiologie, heureusement, il n'y a pas beaucoup de cancers cardiaques, mais quand même, il y a de la toxicité, il y a des médicaments qu'on utilise. Vous savez, les anthracyclines, c'était les premières, c'est la famille qu'on utilisait depuis les années 70. Et l'oncologue, il est obligé de se concerter avec le cardiologue. Mais le message, il faut qu'il passe au niveau de la cardiologie aussi. Il faut vraiment le contexte au Maroc. On a tellement, heureusement, il y a un problème. Je crois que j'ai une voix qui porte. C'est pas la première, parce que là, ça me gêne un peu. Je vous dis, c'est que, heureusement, ça a été dit dans l'introduction, c'est qu'il y a un progrès au niveau de la cancérologie marocaine. Il y a plus de 31 centres actuellement entre privés et publics qui sont disséminés dans tous les centres. Et tous les oncologues, pourquoi? Parce qu'ils prescrivent. Ils ne peuvent pas, par exemple, prescrire une hormonothérapie avec un allongement de QT, une anthracycline, un anti-HER2, une immunothérapie sans avoir un. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut profiter de ce réseau-là pour créer des réseaux d'entente entre le cardiologue et l'oncologue, des RCT, ce n'est pas pour traiter, mais pour essayer de gérer la toxicité. Et c'est une initiative. Nous, en tant que les sociétés savantes cancérologiques, ils sont tout à fait prêts à discuter et à collaborer avec les associations de cardiologie pour justement... Parce que le grand problème, que vous l'avez dit, c'est qu'on n'a plus besoin de cardiologues généralistes, on a besoin quand même d'un cardiologue qui est un peu oncologue et un oncologue qui est un peu cardiologue pour pouvoir essayer de prendre en charge les malades de façon la plus correcte possible. Absolument. Alors, docteur Edaé, si on veut mettre en place une première unité de cardio-oncologie, à votre avis, comment accompagner ce processus au départ et le mettre en place, et comment le mettre en réseau par rapport aux différentes structures qui s'occupent des malades cancéreux? C'est un long travail, difficile, qui n'aboutit pas toujours. Je pense que ça passe d'abord par des rencontres multiples entre le cardiologue et l'oncologue. Un cardiologue qui a la connaissance, qui a la formation, qui a le temps, parce que ça va être ça en fait la principale difficulté, puisque là aussi le cardiologue comme l'oncologue va empiler les feuilles successives dans sa journée. Donc il faut vraiment lui libérer du temps médical en regard de cette activité. Il n'est pas possible de faire un 100% de cardiologie générale d'imageur, plus un 50% d'oncologie. C'est probablement une des sources d'échec de ces tentatives de création d'unités de cardio-oncologie. Donc quelqu'un de dédié, qui a une formation et un temps dédié à ces prises en charge. Il y a un temps dédié pour ces prises en charge. Et puis du côté oncologique, un véritable effort de structuration de leur côté. Voilà ce que j'ai comme patient, c'est de l'hématologie, des cancers digestifs. Voilà les protocoles que je prescris. Voilà les protocoles que je prescris. À partir de ça, on va pouvoir établir des protocole de surveillance, encore une fois, non pas pour voir tous les patients, mais pour que l'oncologue ait des messages assez simples et qu'il réfère les patients face à un patient symptomatique avec une cardiopathie, et puis que l'utilisation des examens complémentaires soit faite à bon escient, plutôt par le cardiologue que l'oncologue,
pour diriger la prise en charge. Donc c'est un énorme travail qui est assez bien décrit dans le papier de 2019, qui est de rencontres préalables, d'avoir un temps dédié, une formation et surtout des bras finalement du côté cardiologique. Il va falloir au moins un, c'est vraiment trop juste, au moins 2 médecins en fonction du volume de patients en face en oncologie. Est-ce que vous avez des questions? Docteur Samar, allez-y. Bonjour, excusez-moi, bonjour à tous. Alors, je vous remercie pour cette excellente présentation. J'aimerais revenir sur l'indication de l'anticoagulation chez un patient qui est à haut risque ischémique et à haut risque hémorragique. Et notamment, j'ai le cas d'un patient qui a une fibrillation atriale permanente, qui a un syndrome suivi pour un syndrome myélodysplasique, polytransfusé avec anémie, thrombopénie, qui a développé une hémochromatose avec dilatation bio-auriculaire. Donc, on ne peut pas envisager une cardioversion chez lui. Quand est-ce qu'on peut dire que l'anticoagulation est vraiment contre-indiquée et qu'il faut passer à l'exclusion de l'auricule? Est-ce qu'il y a des critères de surveillance? L'exclusion de l'auricule, elle apparaît dans les recommandations américaines de manière assez large, hein, exactement pour le type de patient que vous venez d'écrire, indication avec un CHA2-VASc qualifiant et un HAS bleed aussi qualifiant au-delà de 3. Et donc, vous proposez la fermeture de l'auricule. Je crois qu'il ne faut pas être maximaliste dans ce contexte-là. Un point qui n'apparaît dans aucune des recommandations, c'est le pronostic du patient. Donc, on sait intuitivement, pour l'instant, nous, on utilise la barre de 1 an. Si l'espérance de vie est inférieure à 1 an, on n'anticoagule pas ces patients si on est dans des situations telles que vous la décrivez. Très haut risque hémorragique, d'une part, parce qu'une thrombopénie qui est multitransfusée, haut risque thrombotique suspecté sur le score CHA2-VASc, encore une fois, qui est dans la population atteinte de cancer, est probablement un très mauvais reflet du niveau de risque de ces patients. Donc on n'est pas jusqu'au boutiste sur les indications de traitement anticoagulant et encore moins jusqu'au boutiste sur les fermetures d'auricules. Donc je dirais plutôt que la fermeture de l'auricule, ça serait chez un patient qui aurait un risque hémorragique et un risque thrombotique. Et je rajouterais qu'il y a une espérance de vie supérieure à 1 an. Professeur Arbi. Vous avez longtemps parlé de l'hypertension artérielle, de la fibrillation atriale, des modifications de l'espace QT, avec une torsade de pointe que vous nous avez montrée. Alors, je veux savoir, est-ce que c'est le cancer qui, si vous voulez, permet l'hypertension artérielle et par quel phénomène? Par lui-même ou par le traitement, si vous voulez, de ce cancer? Il y a d'ailleurs maintenant des papiers qui disent que, effectivement, pour le cancer et l'hypertension artérielle, il y a des molécules des tyrosine kinases qui facilitent, si vous voulez, l'hypertension au cours d'un traitement du cancer. Je suis passé assez vite, hein, mais c'est exactement ça. L'hypertension artérielle est très prévalente dans la population atteinte de cancer. C'est schématiquement 40 à 50% des sujets qui ont une hypertension artérielle avant de débuter un traitement par chimiothérapie, par thérapie ciblée. Et après, le deuxième mécanisme, c'est effectivement l'hypertension artérielle induite par les traitements, dont les tyrosine kinases, anti-VEGF et ainsi de suite, donc qui sont des forts pourvoyeurs d'hypertension artérielle. Donc c'est effectivement ces deux mécanismes, l'HTA préexistante au traitement et l'HTA aggravée par le traitement ou majorée par le traitement. Le cancer peut être responsable de certaines maladies cardiovasculaires. On dit que le cancer est thrombogène. C'est-à-dire on sait peut-être que rien que le cancer lui seul peut provoquer des thromboses, sans l'adjonction d'autres traitements. Un petit mot pour terminer, c'est pour dire qu'on commence notre cardio-oncologie, il faut une courbe d'apprentissage. On va apprendre ensemble, mais à la condition qu'on se voit fréquemment. Et ça, c'est les réunions de concertation. On va présenter des cas cliniques, on va faire des revues de la littérature et on va établir des stratégies adaptées à notre contexte. Donc, je vous invite à nous inviter et à travailler ensemble, main dans la main, pour... Alors, juste, je vais faire une entorse à la règle. Je te donne la parole à Jamel. Vas-y, vas-y, mon ami. Je peux rien te refuser, tu vois.
C'est juste pour revenir à ce que disait M. Belghazi sur la fiche cardio-onco qu'on avait établie auparavant, et malheureusement, il n'y a pas eu de suivi. Juste pour dire que dans la pratique quotidienne, ce qu'on reçoit en pratique quotidienne, c'est une FEVG. Nous sommes condamnés à progresser. Voilà. Alors, merci beaucoup Hasna pour cette superbe journée et Stand Innovation pour l'ACP pour Hasna. Voilà. Merci beaucoup.